Alors, j'appelle Marilyn Gall. Je ne vous voyais plus. Donc, Madame Gall est directrice à l'APEI de Chambéry, avec plusieurs casquettes, CME, CESAD, MAS, et devrait nous présenter la réalité du terrain actuellement. Comment peut-on gérer avec les difficultés que nous rencontrons absolument tous? Bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc je viens témoigner aujourd'hui de ma réalité professionnelle. Alors ça va être très terrain, voilà. Je ne suis pas du tout une experte, ni une chercheuse, ni une scientifique, ni rien de tout ça. Je suis juste directrice pour l'APEI de Chambéry. Donc je dirige un site dédié au polyhandicap qui s'appelle Les Mésanges. Il y a sur ce site un établissement enfant qui s'appelle le Centre médico-éducatif, le CME. On accueille 50 enfants en internat, semi-internat et hébergement temporaire. Un tout petit CESAD de 4 places qui couvre la Savoie, un petit bout de là, un petit bout de la Haute-Savoie et un petit bout de l'Isère. Et puis une masse polyhandicap de 10 places qui est sur le même site. Et par ailleurs, je dirige depuis 2016 une plateforme d'accompagnement et de répit pour les aidants de personnes en situation de handicap que j'ai mis en place à cette époque-là. Et depuis très peu de temps, j'ai en charge une partie de la mise en place de la communauté 360 sur la Savoie, en partenariat avec une autre association et la MDPH. Voilà un planning qui est pas mal en général, mais qui me permet quand même, et c'est fort intéressant, d'observer depuis toutes ces lorgnettes le parcours de certaines personnes en situation de handicap, autant les enfants que les adultes. Et c'est un petit peu de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Voilà, j'ai préparé vraiment cette intervention en réfléchissant à la thématique du jour, qui est vraiment les repères essentiels de l'accompagnement, plus spécifique au polyhandicap. J'ai un petit peu rebalayé les recommandations de bonne pratique, on en parlait ce matin. Bon, aujourd'hui, je trouve quand même qu'elles sont confrontées à une réalité qui est un peu loin d'être en adéquation pour la mise en œuvre sur le terrain. Et puis, j'ai choisi de rester très ancrée dans le thème des constats, en vous parlant des conditions qui me sembleraient nécessaires pour déployer l'accompagnement des personnes polyhandicapées au cours de leur parcours de vie, et donc d'évoquer les constats et les écarts aujourd'hui, au regard de la réalité actuelle, ce qu'elle permet, mais beaucoup ce qu'elle empêche, en tout cas pour ce qui me concerne là où je travaille, et puis l'évolution de la politique du handicap vers un modèle d'inclusion sociale. Je m'interroge souvent sur la place qui est pensée à cet endroit pour les personnes polyhandicapées, notamment. Quel parcours? Est-ce qu'il y a réellement un choix de parcours aujourd'hui? Tout au mieux un parcours à petits pas, me semble-t-il. J'introduirai mon propos par un petit état des lieux du contexte 2022. Forcément, c'est un peu compliqué de ne pas le faire. Ça fait 2 ans et demi qu'on traverse la crise Covid. En tout cas, pour nous, elle n'est pas finie. Établissement très médicalisé. Donc le Covid, il est encore très présent. On a toujours des unités cas contact, des enfants qui ont le Covid régulièrement. On porte les masques et on va les porter encore pendant des années, malgré la demande des professionnels. Et c'est pas rien. Tous les repères ont été perturbés, toutes nos habitudes de travail. Certes, pour nous, les professionnels, on ne parle pas de ce que ça peut produire chez les enfants et les adultes qu'on accompagne. Et pourtant, c'est bien ça le sujet. Et puis, dans la foulée, cette crise RH majeure, sans précédent, conjuguée au Covid. Pour ce qui me concerne, j'ai fait la pire chose qu'on puisse faire, je pense, quand on dirige un établissement. J'ai fermé une partie de mon activité sur le secteur enfant, en novembre et décembre, une unité fermée chaque semaine, les week-ends fermés, les périodes de basse activité, c'est-à-dire une partie des vacances scolaires fermées. Et puis, sur le début d'année, ça s'est poursuivi avec la fermeture des week-ends et puis des périodes de vacances. Voilà, j'aurais jamais pensé faire ça un jour, malheureusement, j'ai pas vraiment eu le choix. Pour autant, la crise RH, on ne l'a pas découverte. Dans le secteur du polyhandicap, la recherche de professionnels paramédicaux et plus particulièrement les rééducateurs, ça fait des années que ça dure. Pour arriver à compléter un pôle de rééducateurs, sincèrement, c'est plus que compliqué. C'est la même chose pour les IDE et on sait pourquoi. Les salaires ne sont absolument pas attractifs. Un kiné qui commence avec son pauvre misérable salaire de 1 400 €, c'est évident qu'il n'a pas trop envie de venir chez nous.
On connaissait aussi un petit peu la difficulté de recrutement pour les éducateurs spécialisés, les moniteurs éducateurs, plus par méconnaissance, j'ai envie de dire, du secteur du polyhandicap peut-être, et puis par crainte. J'ai rencontré il n'y a pas longtemps un moniteur éducateur du service d'accueil de jour de la PEI, et il me disait, moi, quand je vois mes collègues ME des Mésanges avec des enfants, je me dis que en fait, c'est des extraterrestres. Je ne sais pas bien ce qu'est leur métier. Je n'ai pas l'impression qu'ils fassent le même que moi. Bon, bah oui, en effet, quand on part de ce point de vue-là, on ne va pas forcément postuler sur la première offre qui est diffusée. Ou encore une psychomotricienne qui rend une formation sur les évaluations sensorimotrices, et quand elle diffusait ces vidéos, en fait, ses collègues de promo lui disaient tu es vraiment courageuse, c'est vraiment difficile ce que tu fais, alors pour elle dit c'est juste un lieu de passion, et c'est tout aussi compliqué ailleurs pour les autres sans doute. Donc quand même un milieu professionnel qui est peu connu, hein, et ça ne nous aide pas, je pense, dans la question des recrutements. La crise, elle a eu quelques effets induits. Hein. Il y a 8-10 ans, à la PU de Chambéry, je pense qu'à part des IDE, on n'avait aucun intérimaire dans nos établissements et services. Aujourd'hui, sans intérimaire, on peut fermer quasiment toutes les portes. Ça, c'est très nouveau quand même, et ça produit pas rien sur le terrain. C'est très complexe à gérer. L'emploi de personnel non qualifié, alors ça, moi, je l'ai découvert, mais pour réouvrir l'établissement enfant, c'est ce qui nous a permis de le faire. C'est-à-dire que j'ai des professionnels qui ne sont pas formés, qui sont tous les jours sur le terrain, et on s'est engagé à les former dans les années qui viennent, en fait, si toutefois ils restent. Ce qui reste tout de même la première condition. On a toujours des postes d'infirmiers qui ne sont pas couverts régulièrement la nuit, donc on fait des bricolages avec des aides-soignants, plus des IDE libérales qui passent en pleine nuit pour les soins nécessaires pour les enfants ou les adultes. On a vu des intérimaires dans des établissements, et ça c'est assez effrayant pour le coup. Regarder un jeune faire une crise d'épilepsie, puis quand le collègue arrive en lui disant tu réagis, non, en fait il a juste envie de se faire remarquer. Non, c'est pas de ça dont il s'agit. Sauf que ça, c'est ce qu'on vit depuis un bout de temps, et quand on parle de prise de risque, je pense qu'aujourd'hui on sait ce que c'est, mais je crois qu'on ne mesure pas tout parce qu'on ne sait pas tout en fait. Et que c'est un petit peu effrayant aussi de notre place de responsable. Donc forcément une baisse de qualité de l'accompagnement et des quotidiens qui sont extrêmement compliqués pour les titulaires qui sont toujours là, et pour certains qui sont là depuis longtemps, qui restent et qui portent et qui portent et qui portent, et à quel prix parfois. Un petit mot sur la politique du handicap. Je pense qu'elle produit beaucoup d'anxiété aujourd'hui, tout autant pour les familles que pour les professionnels. On parle d'inclusion, et puis de dispositifs, et puis de prestations de compensation, et puis de prestations externalisées. On crée avec ça de la confusion, je pense, des craintes, surtout qu'on ne dit pas grand-chose de ce qui concerne les personnes qui ont des besoins très spécifiques. Donc on ne sait pas bien où elles se situent dans tout ça, ni ce qu'on projette pour elles. On a aussi à gérer les primes Ségur, la Forcade, enfin, et tout ce volet-là, qui nous amuse depuis un petit moment. On produit là aussi de l'insatisfaction, des tensions extrêmes, des désertions, des professionnels qui sont partis. C'est, je le souhaite, pas volontaire, contrairement à ce que certains disent, sans quoi on n'est pas au bout de nos peines. Donc dans ce contexte, moi j'ai effectivement été obligée de mettre en place une réduction d'activité, mais je sais aussi que des collègues n'ont pas réouvert leurs hébergements temporaires. Je sais qu'il y a des places en masse qui ne sont pas pourvus, parce qu'il manque de bras, en fait, simplement, et que tout ça, ça renvoie dans l'imaginaire, mais peut-être dans la réalité, à l'idée de fermeture de place. Des IME et des CESAT qui ont des listes d'attente infinies, et on répond à cette attente avec du PCPE. Ça interpelle quand même sur l'avenir. Est-ce que cela produit en termes de pertes et de chances pour les enfants qu'on accompagne parfois, dont certains ne reviennent jamais dans le circuit non plus des établissements ou des services d'accompagnement de proximité. Des repères très brouillés, une continuité d'accompagnement très fragilisée, un hôpital, on n'en parle même pas. Et quand on parle du polyhandicap, comment ne pas faire le lien avec la situation de l'hôpital aujourd'hui? Des médecins qui manquent partout, des spécialistes notamment. Donc on est plongé dans une forme d'incertitude ambiante, toujours le Covid, les fragilités RH extrêmes, les projets qui sont freinés,
une inflation telle qu'on se demande bien comment on va s'en sortir et comment on va passer l'année, un manque de perspective lisible qui est évident. Voilà un petit peu le tableau 2022, je suis navrée, c'est pas très gai, mais en tout cas c'est ma réalité de tous les jours. Quelles conditions pour un accompagnement qualitatif? Eh bien pour moi, la première condition, ce sont des compétences professionnelles. On en a beaucoup parlé déjà aujourd'hui, hein, la question de la formation initiale, mais aussi de la formation continue. Il y a moins de candidats qui rentrent dans les centres de formation, il y a moins d'exigences d'admissibilité, et malheureusement, on voit ce que ça produit sur le terrain, et ça se ressent de plus en plus fortement. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on se pose la question de la VAE, dans notre secteur d'activité. On travaille dans le champ de l'humain, ça nous met à l'épreuve, tout le temps ça nous met à l'épreuve. Moi aussi j'étais à AMP, donc je sais ce que ça veut dire. Et comment on fait quand soi-même on n'a pas éprouvé un peu de conflictualité en formation, la transformation que ça vient produire chez nous, la formation, tous ces remue-ménages collectifs qu'on travaille dans un cadre plutôt sécurisé, celui de la formation. Voilà, moi je me demande à quel point la VAE dans notre secteur ne participe pas de la déqualification, de la perte de sens aussi. Et c'est très embêtant dans nos métiers du lien et de l'accompagnement. Je vais juste boire un coup. Je vous ai dit, je ne suis pas très habituée à ce genre de choses. Bref. Donc voilà, la question des compétences, avec dans le champ du polyhandicap quand même des plans de formation qui doivent être hyper ambitieux. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et la possibilité pour qu'ils soient ambitieux de dégager le temps des professionnels pour qu'ils soient libérés et qu'ils puissent réellement aller profiter des formations. Et qu'ils ne se disent pas, mince, ma collègue est toute seule et je la laisse et je ne peux pas faire ça. Et que ça ne les préoccupe pas sur ce temps-là. Parce qu'il faut former les équipes tout le temps, à la déglutition, aux particularités, au travail avec les familles beaucoup. On a besoin d'être formé sur cette question-là, à toute l'appropriation des méthodes spécifiques et expertes dont on a beaucoup parlé déjà aujourd'hui. Aux questions éthiques, je trouve qu'on est traversé sans cesse par les questions éthiques dans le champ du polyhandicap, encore peut-être plus que dans d'autres secteurs, notamment sur tout ce qui concerne les contentions, sur ce qui concerne l'absence de notion de danger, comment on sécurise nos espaces sans pour autant être privatif de liberté. Tout ça, c'est des vrais débats qu'on doit avoir et il faut du temps pour les avoir, ces débats-là, pour se les approprier. Bref, développer les compétences d'accompagnement que l'on n'apprend pas dans les écoles. Il y a beaucoup de boulot et malheureusement, quand aujourd'hui recruter est devenu un combat, eh bien, c'est un petit peu plus difficile que ça a pu l'être dans d'autres périodes. Sans compter, et ça on est bien obligé de se le dire quand même, c'est qu'on a un grand écart entre le secteur adulte et le secteur enfant, et que le secteur enfant reste plus attractif que le secteur adulte, sans doute parce que les projets éducatifs, sans doute parce que les perspectives d'évolution des enfants, c'est moteur au quotidien quand on voit des progrès, quand on sait qu'on va y arriver, ou en tout cas qu'on y va, et sans doute que c'est plus mobilisateur. Mais on sait aussi tous que ce sont les conditions de travail qui font aussi cet écart. Des congés trimestriels, c'est quand même plutôt bien dans les métiers qu'on pratique. Ça ne fait pas de mal. Une charge qui est extrêmement lourde dans les masses. Et en 365 jours, il n'y a pas de régulation de l'activité comme dans le secteur enfant avec des périodes où ça se baisse un peu, on souffle un peu tous en même temps et on revient tous rebooster ensemble. Et ça, dans la dynamique collective, je trouve que c'est important et que ça a du sens. Donc dans ce contexte, c'est bien comment garder des compétences. Ça devient compliqué parce que déjà il faut les trouver avant de les garder. Et puis il faut aussi toujours avoir en tête qu'on doit s'inscrire dans le temps. Ça a été dit juste avant, c'est hyper important, la stabilité des repères pour les personnes polyhandicapées. Donc des professionnels qui restent, c'est difficile. Pour les paramédics, c'est vrai que, les paramédicaux, la formation, c'est un bon levier. Quand on arrive à faire partir régulièrement les orthophonistes, les psychomotes en formation, on sait que ça les motive. Et puis, bon, allez, il reste encore un petit peu des fois, donc on est bien content de pouvoir trouver ce genre de levier. En masse, nous, on est passé en 12 heures. Les professionnels l'ont demandé en équipe. Ceux qui ont voulu sont passés en 12 heures. Et du coup, ça leur libère des journées entières. Et ils disent finalement, vie professionnelle, vie perso, c'est pas si mal comme ça. Donc, on y est allé. C'était pas ce qu'on imaginait, nous, comme étant le mieux. En tout cas, c'est ce qu'on a mis en place pour répondre aussi à leurs demandes.
Des conditions matérielles de qualité pour travailler, c'est aussi très important. Voilà, donc on essaye effectivement de faire des investissements importants, de renouveler le matériel, qu'ils aient des bons équipements, c'est toujours aidant dans la pratique quotidienne. Pour autant, je ne pense pas qu'on pourra continuer sans qu'il n'y ait une revalorisation de salaire réel, en fait. Et je crois que ça va être là quand même la clé de la réussite ou pas. Il y a trop d'inégalités avec le sanitaire. Moi, aujourd'hui, je n'ai plus un seul aide-soignant qui se présente dans les établissements. Plus un seul. Il y a encore quelques années, il venait, il y a encore quelques mois presque. Aujourd'hui, avec l'application du Ségur, la revalorisation des grilles dans le sanitaire, ils n'ont aucun intérêt. Et surtout, la vie est tellement chère que de toute façon, la question ne se pose pas. Les quelques-uns qui viennent, ils partent tous en nous disant désolé, mais ce n'est pas que le travail ne nous intéresse pas, c'est qu'on fait le choix de la qualité de vie personnelle via le salaire. Ce qui s'entend tout à fait. J'ai un collègue qui évoquait très récemment peut-être une prime identique à celle qui existe dans le grand âge pour la grande dépendance. Il me disait, ce serait peut-être temps qu'on y pense aussi dans le secteur de la grande dépendance, dans le champ du handicap. Peut-être que ce serait un levier pour nous aider. En tout cas, je pense que c'est une piste sérieuse. Après, à quand une écoute à ce propos-là, c'est une autre question. Pour ce qui concerne les compétences, je voudrais juste ajouter un petit mot. En fait, c'est aussi que cette grande exigence professionnelle qui est requise pour accompagner les personnes polyhandicapées, pour la prendre en considération dans un rapport au travail qui change, ça nécessite de notre part une adaptation sans doute. Alors, je ne suis pas sûre qu'on ait encore bien repéré en quoi le rapport au travail change vraiment, ou qu'on ait tout identifié, mais on sait que ça se passe. On sait qu'il faut qu'on essaye de suivre tout ça, et en termes de management, ce n'est pas facile, parce que les tensions sont importantes, et qu'il faut malgré tout qu'on essaye. Mais bon, ça aussi, c'est une vraie question, je pense, qui nous traverse aujourd'hui. La seconde condition, me semble-t-il, pour un accompagnement qualitatif, ce sont des lieux d'accueil adaptés. Alors il y a le parcours enfant, monsieur on a très bien parlé, beaucoup mieux que je pourrais le faire, mais on sait que dans le secteur enfant, en tout cas de ce que j'en connais, il y a quand même un chemin qui est en place aujourd'hui, avec le recours au CAMS. Dans le cadre du diagnostic, il y a quand même un certain nombre d'accompagnements qui peuvent être mis en place. Il y a les soins, l'hospitalisation, l'entrée en établissement qui est possible avec des variations d'accueil qui peuvent répondre, en tout cas en partie, aux besoins. On peut mieux faire, surtout sur la question des rééducateurs. Je pense que là, on peine et on pêche beaucoup encore. Mais pour moi, ma vraie question aujourd'hui, c'est comment je fais quand dans un établissement de 50 places, j'ai 14 jeunes adultes qui ont plus de 20 ans et que le plus âgé est à 28 ans et toujours là. Ça, c'est mon vrai souci aujourd'hui et c'est mon inquiétude. Quand j'ai des petits qui finissent le CAMS, des familles qui n'ont plus d'école, qui n'ont plus de garderie et qui attendent. Voilà, alors eux, ils attendent, on leur donne un petit peu de cessade, c'est un petit peu de pansement. Et puis les jeunes adultes, à 28 ans, on rigole plus sur les gabarits quand même, et ils sont dans des environnements pour les petits, parce qu'on ne peut pas pousser les murs, donc on n'est pas adapté. Clairement, on a des salles de bain qui sont toutes minuscules, on a des lits, des chambres qui sont partagées, parce que c'est notre réalité. C'est pas gênant quand on est petit, c'est juste pour faire la sieste. Après, ça pose d'autres problèmes. On a des équipes qui ont fait le choix de travailler dans le secteur enfant. Moi, j'ai un tas d'auxiliaires pères dans l'établissement, elles n'étaient pas prêtes à travailler avec des adultes. Et pour autant, je vous assure qu'elles y vont et qu'elles font tout ce qu'elles peuvent. Mais ça peut interroger aussi leur motivation à terme. C'est aussi un vrai problème. Donc la question des amendements Creton, des jeunes accueillis sous amendement Creton, c'est cette période qui est dans un parcours entre deux. On n'est plus des enfants, on est plutôt des adultes, mais on attend, puis on attend, et puis on attend, et puis on attend 8 ans, puis on va peut-être attendre 10 ans. Et qu'est-ce qui va se passer? On transforme nos établissements enfants en établissements adultes. On commence à voir quelques jeunes adultes qui retournent à domicile, faute de place en établissement. Il y a des MDPH qui commencent à mettre ça en œuvre. C'est plus juste, peut-être ça va arriver, ça commence à arriver. Et puis les petits, s'il n'y a plus de place dans les établissements, ils continueront à entendre en famille. Et puis on mettra un petit peu de prestations de ceci, cela à la maison en attendant mieux. La vie d'adulte dans le polyhandicap, c'est souvent l'accueil en masse. Et un premier constat pour les familles, qui est très bien évoqué en général, quel écart des possibilités d'accompagnement entre le secteur enfant et le secteur adulte.
C'est-à-dire qu'on a des moyens qui sont tellement différents que tout ce qu'on a dans le secteur enfant, on a que des tout petits bouts dans le secteur adulte. Alors certes, des professionnels au top sur l'accompagnement au quotidien, c'est pas la question, mais rééducation, il y en a moins. C'est un lieu de vie, mais c'est aussi pour moi aujourd'hui un lieu de perte pour les personnes polyhandicapées, parce que la chute des moyens de fonctionnement est vertigineuse, et que malgré toute notre bonne volonté, malgré toute la bienveillance des professionnels, les possibles ne sont pas à la hauteur des besoins des personnes accompagnées. Maintenir les acquis, ça nécessite de la rééducation, mais quand on n'a pas les ressources de le faire, c'est un risque de perte. Et le risque de perte, c'est de la surcharge pour les professionnels au quotidien, en fait. Quand quelqu'un peut plus se mobiliser comme il devrait, à un moment donné, ce sont les professionnels qui portent. Moi, j'ai des ETP ridicules chez les paramédicaux. On a une masse, alors moi, je gère 10 places, mais c'est une masse de 20 places. On a 0,10 ETP kiné, 0,10 ETP psychomote, et c'est tout. On n'a pas d'ergo, on n'a pas d'orthophoniste, pardon. On a un 0,10 assistant de service social. Ça aussi, on pourrait en parler, parce qu'alors, là aussi, il y a une pénurie, et là aussi, on est en manque plus de ces professionnels. Alors évidemment, il y a un établissement enfant à côté, donc on mutualise l'orthophoniste, on mutualise l'ergothérapeute, super, super pour les adultes, mais en réalité, c'est le détriment, ce sont les enfants qui trinquent, parce que ces heures-là, elles auraient dû être auprès des enfants. Donc un vrai déséquilibre entre les deux secteurs qui est vraiment dommageable pour les adultes. Aujourd'hui, les établissements les plus en difficulté, en tout cas ceux que je connais en Savoie, ce sont des femmes et des masses. C'est certain, il n'y a aucun doute là-dessus. Alors pour terminer, juste peut-être un petit mot sur les conditions pour construire un parcours à la hauteur des exigences requises face au polyhandicap. Eh bien, je pense que la première chose, ce serait de reconnaître et de savoir que les besoins des personnes polyhandicapées nécessitent une pluralité d'acteurs pour être pris en considération et accompagnés tout au long de leur vie. Et pas seulement à une période. La santé, le soin, l'éducation, la rééducation, tout ça, c'est tout le temps. Ça ne s'arrête pas entre deux, là. Il n'y a pas un moment où, hop, il n'y a plus besoin et on peut passer à autre chose. C'est pas vrai. La crise qu'on a connue au CME des Mésanges a mobilisé énormément les familles et les professionnels. Et du coup, il y a beaucoup de politiques qui se sont intéressés à la question et qui sont venus visiter l'établissement. Ils ont tous découvert le polyhandicap. Pourtant, ils pouvaient tous en parler avant, mais là, ils ont tous découvert la réalité. C'est la même chose, j'ai eu l'occasion de faire visiter l'établissement à des responsables de l'Agence régionale de santé de notre région. Ils parlaient avant du polyhandicap, mais quand ils sont venus voir, en partant, ils nous ont dit « Ah ouais, mais quand même, et les familles, elles font comment ?» Bah oui, les familles, elles font comment au quotidien? Donc, je pense que de parler de nos activités, de faire des films comme celui qu'on a vu, d'ouvrir nos portes. C'est vraiment, vraiment important parce que je n'avais pas du tout imaginé à quel point c'est méconnu. Quand on baigne là-dedans depuis tellement longtemps, notre environnement aussi forcément, et du coup on oublie un peu des fois la distance qu'il peut y avoir. Je pense que la deuxième chose, c'est reconnaître vraiment l'exercice professionnel et l'exigence de l'exercice professionnel, notamment en masse. Je viens d'en parler, les 365 jours par an, les conditions physiques de travail, la dépendance qui est lourde, c'est une personne pour une sortie, parce que nous, il n'y a pas de fauteuil électrique, les personnes ne savent pas gérer un fauteuil électrique, donc chaque sortie, c'est 2 bras qu'il faut. S'il y a 2 professionnels, il n'y aura pas de sortie. C'est aussi simple que ça. Donc, comme souvent, ils sont 2, 3 quand les jours où tout va bien, eh bien, c'est compliqué. La lenteur du quotidien qui a été évoquée précédemment. Voilà, tous ces professionnels qui sont des experts autant que dans le secteur enfant, mais voilà, il y en a beaucoup moins et pourtant on en a besoin de tout autant. Donc nous avons besoin de moyens. Et même si je suis directrice, j'ai pas les moyens. Ça suffit pas d'être directrice, je vous assure, ça suffit pas. C'est pas que moi pour le coup. Voilà, c'est peu de le dire, qu'on a besoin de moyens, mais ça paraît tellement peu corrélé avec la situation actuelle, où tout est inflation, où les budgets évoluent absolument pas, qu'on se demande ce qu'on va faire, et on se demande si nos prochaines CNR, ça va pas être juste pour payer nos factures à la fin de l'année, au lieu d'acheter des équipements au top. Sans doute qu'il faut faire évoluer nos organisations. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Les secteurs enfants avec un CME, un CESAD, franchement, ce serait un dispositif, ce serait plus simple.
On gagnerait du temps sur l'administratif, on mettrait un peu plus de fluidité pour les familles. Ça, ce serait top. De l'accompagnement de parcours, moi j'en suis persuadée, notamment de par l'expérience que j'ai sur la plateforme. Il y a des familles qu'on accompagne au long cours pendant tout le parcours, et le professionnel, en fait, là où il est pertinent, c'est qu'il vient soutenir la famille sur le lien entre le secteur médico-social, l'extérieur, et ça fait du bien et ça soulage, en fait. Donc l'accompagnement du parcours par un professionnel, c'est une piste aussi que je pense qui serait intéressant de développer, notamment dans le polyhandicap où il y en a beaucoup moins. Je trouve qu'il y en a plus dans le champ de l'autisme, par exemple, ou même un peu de la déficience intellectuelle. Et puis, ceux qui accompagnent les parcours, ils repèrent un peu les failles des fois, et ça permet de faire remonter des besoins qu'on n'observe pas forcément, ou sur lesquels les familles ne vont pas tout le temps. Et là, je pense à un papa qui me disait récemment qu'il a un enfant polyhandicapés, et eux, ils ont plusieurs enfants, ils ont fait le choix avec son épouse de toujours avoir un tiers le week-end pour les soins quotidiens de leur enfant. Donc ils font appel à des services de prestation de soins, d'aide à domicile. Et en fait, ils ont déjà eu 100 intervenants différents. Aucun ne savait ce qu'était le polyhandicap. Donc il me dit, moi j'ai déjà formé 100 professionnels pour prendre en charge mon petit. Mais il n'y a personne qui se pose la question de comment on forme ces gens-là avant qu'ils viennent, parce que quand on a fait ça 100 fois, on est aussi un peu fatigué, on hésite à redemander un petit coup de main. Donc des failles comme ça, il y en a dans notre système, il y en a plein. Si on les repérait, si on travaillait dessus, un peu en amont, je pense que ce serait pas mal. Diversifier les lieux de vie pour les adultes, je pense que c'est chouette. Votre projet est super chouette. Moi, voilà, une masse avec 10 personnes dans le droit commun, je trouve ça génial. Je sais que c'est pas vrai pour tout le monde et que ça s'adapte pas à tous les publics, mais quand c'est possible, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Pour autant, moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas de création de place masse, on est en train de saturer notre système et qu'à un moment donné, on ne va plus y arriver. Je ne vois pas comment on peut continuer comme ça sans transformer le secteur enfant. Je ne sais pas. En tout cas, ça devient vraiment un casse-tête de tous les jours. Et puis, ce serait bien qu'on ne fasse pas de nos métiers et de nos pratiques, de l'accompagnement, de l'éducatif, du soin, tous ces métiers de la relation, qu'on n'en fasse pas des métiers technocratiques ou sanitaires, parce que des tableaux, des fichiers, on en remplit à tout va. On sait tous, et vous le savez tous sur le terrain, que des fois, on préférerait vraiment passer du temps avec les personnes accueillies qu'à remplir des fichiers. Donc ça aussi, comment allier la simplicité de l'évaluation, l'amélioration des pratiques, sans que ça devienne des fardeaux pour les professionnels et pour les organisations. Reconnaître les professionnels qui accompagnent les personnes polyhandicapées et leur engagement pour qu'ils puissent travailler sereinement, ça me semble indispensable. Pour mettre en œuvre aussi les recommandations de bonne pratique, ou encore les intentions portées par le rapport de M. Piveteau, que je ne doute pas que vous ayez tous lu, mais qui restent des intentions, en tout cas à ce jour, tellement on a du mal à juste assurer le quotidien. Et je terminerai en le citant. Le combat pour la reconnaissance des personnes accompagnées au titre de leur pouvoir d'agir est, au fond, le même que celui de la reconnaissance sociale et statutaire des professionnels qui les accompagnent. Je vous remercie. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Si vous voulez remonter peut-être ? Je pense que nous allons prendre quelques minutes pour échanger. Merci. Inutile de dire que je suis à 250% avec tout ce que vous avez dit. Et je vous remercie d'avoir su l'expliciter aussi clairement. Y a-t-il des questions dans la salle ? J'imagine que oui, nous avons quelques minutes. Alors j'ai pour excellente habitude de remercier toujours les gens qui ont la gentillesse d'intervenir et d'intervenir aussi bien. Mais là, je voulais particulièrement vous adresser un remerciement à vous, madame. Je vous demande pardon, je n'ai pas la mémoire des noms, parce que vous êtes quand même venue nous dépanner au débeauté, ce qui était assez courageux. Et du coup, vous avez produit une intervention qui était pour nous inattendue, mais extrêmement intéressante, en mettant en exergue ce continuum entre le polyhandicap et la paralysie cérébrale, parce qu'il y avait effectivement clairement des choses qui étaient du domaine de la paralysie cérébrale et qui donnent un autre
éclairage sur le polyhandicap. Voilà. Donc c'était vraiment très gentil. Et ben voilà, pour le reste, vous êtes exceptionnel, quoi. Je vais faire passer le micro. Pas de questions? Non, c'est pas possible. Moi, je voulais spécialement remercier Jean Chénaud en tant que papa qui nous a fait partager toute son expérience, qui a vraiment évoqué beaucoup d'échos chez un certain nombre de parents. J'ai été très intéressée par ce qu'il a dit sur la mise en relation des conseils de la vie sociale sur l'ensemble du département de la Loire-Atlantique, si j'ai bien compris. Je trouve que c'est une initiative absolument formidable. Ça me donne des idées. Ça me donne des idées parce que je m'occupe d'un CVS. Et peut-être, je me dis qu'en essayant d'unir les actions des différents conseils de la vie sociale d'un même département, ça peut peut-être renforcer l'action des représentants des familles. Voilà, je retiens ça. D'autant que les CVS ont été, il n'y a pas longtemps, renforcés avec un nouveau décret. Tout ça a fait quand même suite au scandale Orpea dans les établissements pour personnes âgées où on a découvert qu'effectivement, il n'y avait pas de CVS. Donc moi, j'invite les familles et les professionnels vraiment à se saisir de ces instances qui sont extrêmement importantes et à qui il faut donner tout leur rôle. Tout leur rôle, parce que ça peut être un moyen de pression pour unir les forces. Je te remercie, Jean. Donc, vraiment, merci aussi à l'ensemble à la diversité des personnes qui ont parlé, parce que je crois que ça illustre quelque chose dont on parle souvent, mais qui ne se vit pas toujours. C'est-à-dire que personne ne peut travailler sans les autres. C'est-à-dire que les professionnels ne peuvent pas travailler sans les familles ne peuvent pas travailler sans les professionnels, et on ne peut pas travailler sans tout l'environnement, sans être reliés tous les uns aux autres, même si c'est très dur, même si ça provoque des crises. Et c'est bien parce que ça nous fait grandir, tous, professionnels comme parents, je pense, puisque moi je suis plutôt du côté des professionnels. Mais merci beaucoup pour tous ces témoignages. Et puis on essaiera de partir avec tout ça dans le cœur pour continuer à vivre des choses passionnantes sur le terrain. Alors, moi, j'aurais une question à Madame Gall, parce que je n'ai pas bien compris ce dont vous parliez au sujet de la VAE. Un plus ou un moins? Oui, alors c'est un sujet délicat, hein, mais en fait, moi, je pense que la VAE, dans les métiers d'accompagnement, en fait, ne sont pas un point fort du tout. Je pense que ça... En fait, moi, j'ai fait plein de formations, hein, voilà, et je trouve qu'à chaque fois, j'en ressors grandi parce que ça vient nous bousculer, en fait. Et que quand on travaille avec des personnes, chaque jour, on est bousculé par leur comportement, par la réflexion d'équipe, par nos désaccords qui nous font grandir, vous avez raison. Et quand on fait une VAE, on ne fait pas tout ça, en fait. Tout au mieux, on fait des modules. Pour certains, il n'y a même pas de module, on présente son dossier comme ça. Et je trouve que ça manque, et je pense que ça enlève, en fait, ça enlève aux professionnels sur le terrain toute cette conflictualité qui peut y avoir, qui fait de la richesse professionnelle et qui fait du sens professionnel. Parce que quand on est en conflit, qu'on débat sur nos désaccords, on en sort tous grandis. Et on trouve des terrains d'entente et on se met au travail avec ça comme base commune. Voilà, mais c'est un point de vue. Il y a quelqu'un dans la salle?
Oui, je voulais rebondir sur la VAE. Effectivement, je vais dans votre sens. Et je voudrais ajouter que on fait des métiers où on se forme avec ses pairs. Voilà, c'est le travail d'équipe, ça se travaille dès la formation et ça manque dans la VAE. La VAE, la personne l'a fait seule dans son coin, au mieux, comme vous dites, il y a un module ou deux. Elle l'a fait seule dans son coin, elle remplit son dossier, elle le renvoie. Il n'y a pas de travail d'équipe, il n'y a pas de cette confrontation des idées qu'on a vraiment dans chaque formation qu'on fait. Voilà, c'est tout, c'était juste une... Bien. Une question pour Madame Tesnas. Avons-nous le temps d'une petite pause ou pas? Y a-t-il des questions dans le chat? Au moins, les personnes polyhandicapées nous auront appris à nous adapter et que chacun peut avoir une temporalité différente. Donc oui, on va le prendre. Je crois qu'il y a quelques questions. Non, il y a une question au fond. Merci. Moi, je suis maman d'une jeune fille de 20 ans et j'ai bien entendu tous vos témoignages, et notamment Madame Gall. Une question me saisit. Quand je ne serai plus là, que ma fille polyhandicapée qui ne peut pas intégrer un habitat inclusif parce qu'elle est trop épileptique, trop, si les masses ne peuvent plus l'accueillir, qu'est-ce qu'elle devient? Enfin, que deviennent les personnes vieillissantes polyhandicapées qui n'ont plus de famille si on n'assure pas un minimum de conditions de vie décentes? Alors, vous me posez une question à laquelle je ne peux pas répondre. Moi, je suis juste venue constater ce qui se passe, c'est-à-dire qu'on a 20 places masses, nous, sur l'API de Chambéry. On a une liste d'attente de 25 adultes. Voilà, et j'ai 14 jeunes adultes déjà dans l'établissement enfant. Oui. Donc, quand je dis s'il n'y a pas de création à un moment donné de place, je ne sais pas comment on va faire. Donc, c'est une question à poser à des gens mieux placés que moi pour peut-être apporter des réponses. La seule chose, mes chers amis, c'est essayer donc de susciter quelques vocations pour de nouvelles adhésions au groupe Polyhandicap France et des engagements, parce que ça fait quand même partie de nos combats. C'est ce que vous allez relire dans le témoignage Polyhandicap, Polydésespoir. Et que le grand truc, vous savez bien, si on ne joue pas collectif, on n'arrivera jamais à rien. Tout seul, on ne fait rien. Et donc, on a absolument besoin que vous suscitiez des vocations autour de vous. Et merci, parce que je sens que vous allez le faire avec un succès.